Bon, voilà, donc, Nicolas Fortino donc, du LEAT. Je vais vous présenter donc, les travaux de Yasmina Zaki sur les méthodes de décomposition du champ diffracté en singularité. Donc, l'idée, c'est de faire la classification d'objets en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, j'ai participé à l'encadrement de ces travaux. C'est Benoît Biramont et M. Dominiac a dirigé cette thèse. Donc, voilà, qui était soutenue donc, l'année dernière, en début 2022. D'accord. Voilà. Donc, alors, excusez-moi. Donc, que je vous précise le contexte. Le contexte, donc, l'idée, c'est de faire de la reconnaissance au radar, de la reconnaissance de cible avec un radar. Donc, nous, on a fait le choix de travailler sur un radar ultra large bande. Ultra large bande, donc, qui utilise donc des courtes impulsions ou des très larges rampes de fréquence. Donc, généralement, ce type de radar est plutôt utilisé donc, pour des applications en pénétration de surface ou en GPR. Mais ça présente la particularité quand même d'exciter l'objet avec une très très large bande de fréquence, de pouvoir récupérer donc des informations, une bonne diversité d'informations qu'on peut récupérer sur l'objet. Voilà, donc on ne pourrait pas retrouver avec un signal bande étroite. Il faudrait qu'on trouve une diversité, éventuellement en utilisant par exemple une diversité spatiale pour obtenir d'autres informations. Donc voilà, donc nous on est parti sur ces radars ULB. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on a la bande de fréquence utilisée, c'est de l'ordre de 10 mégas jusqu'à 5 gigahertz. On a tous les résultats que je vous présentais, donc sont utilisés donc, à partir de données soit analytiques, soit de simulation électromagnétique, donc du champ diffracté par des objets. Alors, on a utilisé bien entendu des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire ces classements. Donc, l'IA, l'électromagnétisme, il n'a pas du tout été épargné par la vague de l'IA. Donc, on a une hausse croissante de l'utilisation, comme le montre le graphique, là, bon, qui s'arrête heureusement en 2020, parce que je pense sinon ça ne rentrerait pas dans le cadre, notamment avec une hausse exponentielle depuis 2010 et l'arrivée du deep learning. Donc, au laboratoire, donc, on a un peu participé à cette vague. On a commencé en 2019, et justement avec la thèse de Yasmina et une autre thèse qui commençait en parallèle, à s'intéresser donc dans l'équipe ISA, dans l'équipe d'imagerie et radar, à utiliser pour l'électromagnétisme, c'est l'IA. Donc, il y a une autre équipe au laboratoire qui travaille plus, l'équipe de Benoît Miramont, qui travaille plus sur la partie traitement. Mais donc voilà, donc pour l'application donc, à des données d'électromagnétisme, c'est la première thèse, ainsi qu'une autre thèse qui était, elle, en bande millimétrique pour classifier des pommes saines ou non, des degrés de maturité de fruits. Voilà, donc ça, depuis, ces thèses ont été soutenues. Il y a 3 thèses qui sont sur le sujet actuellement en cours. Donc, juste pour préciser, donc, dans ces travaux de thèse, il n'y a pas eu de développement d'outils d'IA. En fait, on a seulement utilisé des outils préexistants. Donc, l'objectif de ce travail, ça a été donc de classifier des objets à partir du nom, pardon, de classifier des objets donc à partir de l'extraction de paramètres caractéristiques donc du champ diffracté. Donc, l'idée, c'est à partir, donc la contrainte qu'on avait, c'est à partir d'une seule mesure, sans être capable de maîtriser réellement l'orientation de l'objet par rapport à l'antenne, à partir d'une seule mesure, de classifier l'objet, donc sa forme, sa matière, et également d'estimer son orientation. Donc, on s'est appuyé sur 2 aspects. La première c'était d'extraire à partir des méthodes d'expansion singularité des paramètres caractéristiques de l'objet. Et ensuite, dans un deuxième temps, d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire la classification, donc à partir d'une seule observation. Donc, voilà le schéma un peu synoptique de la méthodologie utilisée. Donc, on a une banque d'objets, différents objets, dont on mesure le champ dans différentes directions, à la fois en temps et en fréquence, sur une très large bande de fréquence. On constitue donc une base de données. Donc, soit directement, on constitue la base de données à partir de ce champ brut et de ce champ brut en temps ou en fréquence,
soit on applique un pré-traitement, donc ça c'est un peu l'originalité de cette thèse, d'appliquer donc un pré-traitement SEM afin d'extraire des paramètres caractéristiques de ces objets, donc en l'occurrence ces pôles de résonance, et de constituer une base de données. Et ensuite, à partir d'utilisation d'un algorithme d'intelligence artificielle et d'une seule observation, bien entendu, non compris dans la base de données, de pouvoir classifier soit le type d'objet, soit, une fois qu'on a classifié le type d'objet, déterminer son orientation par rapport au radar. Alors, donc la SEM, donc la méthode qu'on a, c'est une méthode qui est assez ancienne, hein, qui permet d'extraire à partir soit de la réponse impulsionnelle, soit de la fonction de transfert d'un objet sur une très large bande passante, d'extraire les pôles, donc les pôles complexes, et les résidus qui sont associés d'un objet à partir du champ diffracté par cet objet. Donc ça, je vous dis, c'est quelque chose qui a qui est utilisé en radar depuis une cinquantaine d'années, donc c'est pas nouveau. Donc là, ça a été introduit par Bohm. Donc l'idée, c'est qu'il faut, par contre, bien entendu, il y a des conditions. L'idée, c'est que l'objet, la taille des objets va être déterminée, qu'on va pouvoir caractériser, va être déterminée par la bande passante du radar. Donc typiquement, il faut que la taille de l'objet fasse de l'ordre d'une longueur d'onde, ou 10 fois plus ou 10 fois moins. Enfin, en tout cas, il faut que ce soit l'ordre de grandeur de la taille de l'objet. Et l'idée, c'est qu'en éclairant cet objet avec une impulsion électromagnétique large bande, on va créer donc, dans cet objet, donc, bien entendu, une réflexion spéculaire qui, elle, ne va pas nous intéresser a priori, hormis pour éventuellement déterminer sa position dans l'espace, mais c'est elle qui nous permet de caractériser l'objet. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe après, c'est l'interaction entre l'onde et les réflexions qui vont être créées à la surface et dans l'objet s'il n'est pas électrique, s'il n'est pas métallique, pardon. Et donc qui va nous permettre, à partir de l'étude de ce lead time, de déterminer des caractéristiques de l'onde, donc sa forme de l'objet, donc sa forme, sa taille, sa matière, à partir donc de la partie qu'on appelle lead time de la réponse en temps. Donc là, ça a été expliqué en temps, mais cette modélisation qui est basée sur une décomposition en somme d'exponentielle amortie quand on la regarde en temps, ou une somme de fonctions rationnelles quand on regarde ça dans le domaine fréquentiel, mais c'est basé sur des pôles caractéristiques de l'objet, donc des pôles complexes, donc avec une fréquence de résonance et un facteur d'amortissement, et des résidus qui sont associés à chacun de ces pôles. Donc, cette méthode, pourquoi est-ce qu'elle était aussi intéressante en radar? C'est parce que ces pôles de résonance, hein, ces pôles complexes, sont caractéristiques de l'objet. C'est-à-dire qu'indépendamment de l'angle d'incidence de l'onde sur l'objet et de l'angle d'observation de l'antenne donc par rapport à l'objet, ces pôles de résonance vont être excités. Donc, ils ne vont pas être excités de la même façon selon l'angle d'incidence. C'est la raison pour laquelle il y a les résidus. Les résidus donc, qui déterminent, en fin de compte, l'amplitude et le déphasage de chacun de ces pôles de résonance, donc des résidus complexes, mais les pôles en eux-mêmes sont toujours caractéristiques de l'objet. Donc, c'est ce qui permet, donc, quelle que soit la position de l'objet par rapport à l'antenne, de déterminer ses caractéristiques. Donc, c'est ce que nous avons trouvé intéressant d'utiliser pour faire de la classification, donc un pré-traitement. Donc, ça, c'est habituellement utilisé pour caractériser des antennes, pour des applications de reconnaissance en militaire, dans le domaine agricole, pour la maturité des fruits, on parlait tout à l'heure, ou dans le domaine de la santé, pour la classification de tumeurs. Donc les CNR sont utilisés depuis quelques années. Les résidus, par contre, n'ont jamais été exploités. Donc, nous, dans ce travail, on va montrer qu'on a commencé à faire quelques pistes pour l'utilisation de ces résidus. Donc, rapidement, on a utilisé un certain nombre de méthodes, parce que, comme on va le voir plus tard, ces méthodes sont très avantageuses en termes de caractérisation des objets. Par contre, elles souffrent souvent d'être peu robustes au bruit. Donc, le premier travail de Yasmina, ça a été de déterminer quelle méthode pouvait être un petit peu plus robuste au bruit. Elle avait sélectionné dans le domaine temporel la méthode de matrix pencil qui a été introduite par Sarkar dans les années 90. Qui est basée sur une décomposition valeur singulière pour déterminer l'ordre
de troncature, de la sommation. Ensuite, elle a sélectionné dans le domaine fréquentiel la méthode TLS-Cauchy, donc qui est une méthode améliorée encore pour être plus robuste au bruit de la méthode de Cauchy, et une méthode de vector fitting, qui est une méthode itérative, qui permet à partir d'une distribution de pôles répartis dans la bande de fréquence, à partir d'itérations successives, de déterminer les pôles caractéristiques de l'objet ainsi que leurs résidus. Donc ça, c'est les 3 méthodes qui ont été testées dans un premier temps pour essayer d'évaluer laquelle serait la plus appropriée à la problématique. Donc, la démarche a été de partir d'un objet qui soit le mieux caractérisé possible, c'est-à-dire de partir d'une sphère qui possède un modèle analytique qui permet de déterminer donc, ces pôles de résonance analytiques. Donc, ça nous donne une base de référence pour déterminer si les méthodes d'approximation qu'on utilise nous permettent de nous approcher au plus près, sont précises, des pôles caractéristiques réels de l'objet. Donc, on a mené cette étude à différents niveaux de SNR. Et donc, c'est ce qui est représenté là sur les figures. On se rend compte que à fort SNR, on va avoir un certain nombre de pôles qui vont être correctement estimés. Donc, généralement, à peu près les 5 ou 6 premiers pôles caractéristiques de l'objet. On se rend compte d'une première chose qui va avoir son importance plus tard quand on voudra faire la classification, c'est que les pôles d'ordre élevé qui ont un plus fort facteur d'amortissement, forcément, on arrive beaucoup moins bien à les évaluer quand le bruit augmente. On s'en rend compte quand on est à SNR un peu moins avantageux. On se rend compte que là, on n'arrive plus, par exemple, qu'à déterminer précisément les 3 premiers pôles de la sphère. Donc la sphère, il faut savoir que c'est quand même un objet particulier qui présente énormément de résonance, qui n'est pas un objet très résonant comme par exemple pourrait l'être un cylindre ou autre. Donc on s'est mis dans un contexte un petit peu compliqué, mais l'idée c'était de pouvoir un peu évaluer ces méthodes donc avec du bruit et sur un objet qui n'est pas forcément simple. Donc ça nous a permis de déterminer déjà que la méthode TLS-Cauchy était la plus sensible au bruit, et que Matrix Pencil et la méthode de vector fitting permettaient de déterminer à peu près les 4 ou 5 premiers pôles de façon relativement précise. Donc, il y avait une égalité et il a été choisi de la méthode plutôt vector fitting pour la simple raison qu'elle permettait d'éviter d'avoir à évaluer le early time. C'est-à-dire qu'on appliquait des critères automatiques d'élimination de certains pôles qui correspondaient au early time. Et ça nous permettait de voir directement les pôles de l'objet sans avoir à faire avant un pré-traitement pour éliminer la fenêtre temporelle qui correspond donc à la réflexion spéculaire dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi plutôt une méthode fréquentielle dans la méthode de vector fitting. On a appliqué. Donc, là, on a fini la première phase, c'est-à-dire on a appliqué donc, ces méthodes-là donc, à un certain nombre d'objets dans un certain nombre de directions et on va voir qu'avec ça, on va constituer notre base de données pour nourrir notre algorithme d'IA. Donc, les algorithmes d'IA, on en a utilisé un certain nombre, pareil, donc des algorithmes moins évolués de machine learning comme SVM et Decision Tree, des algorithmes plus élevés, plus évolués, donc de deep learning comme MLP et les algorithmes CNN. Donc, pareil, on a mené une étude comparative sur chacun de ces algorithmes, donc que vous allez voir les résultats dont je vais vous montrer tout à l'heure, donc les résultats qu'on a obtenus. Mais avant, une chose importante sur laquelle il y a eu pas mal aussi de travail, c'est la constitution des bases de données. Donc, pour les données fréquentielles, étant donné que ces algorithmes qu'on utilisait ne géraient pas les nombres complexes, il a fallu faire un choix. Est-ce qu'on met l'amplitude, la phase, est-ce qu'on met l'amplitude et la phase? Donc, on s'est rendu compte que le fait de rajouter l'information de phase n'était pas forcément, ça rendait les inputs déjà 2 fois plus longs et n'améliorait pas forcément les résultats, au contraire, de classification. Donc, il a été choisi donc, de présenter donc, pour les données brutes des données fréquentielles uniquement en amplitude. Pour les données temporelles, donc on a utilisé les 10 premières nanosecondes de chacun des signaux mesurés. Donc, ça pour tous les objets, histoire d'avoir un certain nombre de résonances. Et pour la méthode SEM, donc, on avait
donc la fréquence, comme ça ne gère pas les complexes, que les fréquences, les pôles de résonance sont complexes, donc on a été obligé de mettre séparément la fréquence et le facteur d'amortissement. Et au facteur d'amortissement, on a préféré mettre le facteur de qualité associé à chacun de ces pôles, parce que le facteur de qualité, il a le bon goût en fait, d'être indépendant de la taille de l'objet. Donc là, on montre par exemple sur la figure de droite, on se rend compte que pour différentes tailles de sphères, hein, donc là, typiquement une taille de sphère de 10, 15 et 18 cm, on se rend compte que forcément, les fréquences de résonance par homothétie changent pour les différentes tailles de sphères, mais par contre, le facteur de qualité reste le même. Donc, on a trouvé que c'était un élément plus discriminant et ensuite, surtout, indépendant de la taille de la sphère, ce qui nous a paru être quelque chose d'intéressant. Donc, on a mis plutôt le facteur de qualité dans la base de données. Et ensuite, on a mis les résidus. Donc, les résidus obtenus à partir de la réponse du champ, la composante Eθ du champ et la composante Eφ. Donc, les résidus qu'on appelle Rθ et Rφ. Alors, quand on a utilisé les données fréquentielles et temporelles, on avait, quoi qu'il arrive, toujours le même nombre de points. Donc, la réponse en fréquence fait toujours 500 points, la réponse temporelle, toujours une centaine de points. Mais par contre, pour les fréquences de résonance, hein, pour les pôles, le problème, c'est que quand on change la taille de la sphère, donc là, par exemple, on a pris un exemple dans la bande qui s'arrêterait à 5 GHz. Donc, pour une taille de sphère, on pourrait avoir 5 pôles de résonance. Mais en changeant la taille de sphère, on a une sphère plus petite, on n'aurait plus que 4 pôles de résonance dans la bande. Une plus petite encore, on n'en aurait plus que 2. Et pour une taille encore plus petite de sphère, on pourrait avoir à l'extrême plus qu'une seule résonance dans la bande. Donc, il s'est posé la question de comment construire les bases de données, sachant qu'il n'y aurait pas toujours le même nombre de résonances dans la bande passante. Donc, il a été fait le choix de remplacer les données manquantes par des zéros. Donc, ça a permis donc, de gérer ces absences de résonance. Et en plus, on a vu un avantage aussi, c'est que ça permet donc de diminuer en fait le poids de ces pôles d'ordre élevé dans la prise de décision de l'algorithme. Et donc, comme on s'était rendu compte avant que les données issues de pôles, enfin les données, pardon, la précision de caractérisation des pôles d'ordre élevé est beaucoup plus faible, donc ils sont plus sensibles au bruit. Donc, le fait de diminuer leur poids dans la classification permet normalement de gérer mieux les données bruitées. Donc, comment est-ce qu'on a ensuite appliqué ces paramètres? Donc, on a fait donc, une phase d'apprentissage avec 5 sphères différentes. Alors, il y avait une sphère métallique, 3 sphères diélectriques de permittivité 2, 4 et 9 et une sphère mixte. Donc, avec une conductivité, une permittivité, on ne me rappelle plus exactement, je ne sais pas si ça sera écrit dans les slides. Donc, voilà, donc avec la phase classique de 80% de données d'apprentissage et ensuite 20% de tests et les résultats présentés sur D-Run. Nous, notre idée, c'était surtout d'évaluer la capacité de généralisation de ces algorithmes. Donc, on a appliqué ensuite les données ensuite qu'on a présentées à l'algorithme. Ça a été des données qui ont été bruitées, donc avec un rapport signal à bruit qui va de 10 à 65 dB, et surtout des dimensions de sphères qui ne sont pas dans la base de données d'apprentissage. Dans la base de données d'apprentissage, on les a pris avec des sphères qui vont de 2 à 18 cm, donc dans les 3 plans principaux. Et là, on lui présente donc des résultats, des données bruitées et des dimensions qui ne sont pas dans la base de données, des dimensions de sphères qui ne sont pas dans la base de données. Donc, pour la phase de test, donc les résultats de toutes les bases de données sont bons, hein, sont supérieurs à 95%. Ce qui ressort surtout, bien entendu, qu'on pouvait s'y attendre, étant donné qu'on a compressé les données en faisant l'extraction de pôles caractéristiques des objets, il y a beaucoup moins les bases de données sont beaucoup plus compactes. Donc, forcément, on se rend compte qu'il y a besoin d'algorithmes d'IA beaucoup moins complexes, donc typiquement avec moins de couches cachées et donc moins de neurones, ce qui fait que ça permet d'avoir des algorithmes beaucoup plus rapides et avec des résultats excellents. Donc, pour le CNN. Donc, les résultats qu'on présente, donc, en premier résultat qui nous ont paru intéressant de montrer, c'est les résultats de classification en présence de bruit. Donc, à différents niveaux de SNR. Donc, on présente ici l'efficacité de classification de ces 5 classes d'objets
à différents niveaux de SNR. Donc, comme on peut le voir, à fort niveau de SNR, la méthode de pré-traitement permet de classer quasiment 100% chacune des sphères, de la classer très précisément. Par contre, on se rend compte que pour des algorithmes moins évolués, donc des algorithmes de machine learning pour la SVM et le decision tree, on se rend compte qu'à fort niveau de SNR, le fait que les pôles d'ordre élevé soient modifiés par le bruit, ça engendre des erreurs. Ça engendre des erreurs, et ce qui fait qu'il y a un effondrement donc, de l'accuracy, de la précision de classification, qu'on ne retrouve pas du tout avec les algorithmes, avec les algorithmes de deep learning de type MLP ou CNN, qui tirent parti en fait de nos données sparse. Vous vous rappelez qu'on a mis des zéros là où on n'avait pas de pôle dans certaines fréquences. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, le fait de ne pas mettre ces zéros-là, ça va diminuer leur poids dans la classification. Et donc, ces algorithmes donc, réussissent à partir des premiers pôles de résonance qui, eux, sont beaucoup moins sensibles au bruit et des pôles, dans une moindre mesure, à partir des pôles suivants, à classifier jusqu'à des niveaux donc, de SNR de 10 dB, ce qui nous a semblé quand même assez bon, puisqu'on arrive à classifier donc, jusqu'à 90% d'efficacité, donc les 5 classes d'objets, à des niveaux de SNR de 10 dB, donc qui sont meilleurs donc là, pour le coup, que les données brutes. Ensuite, ce qui nous paraissait vraiment intéressant, c'était surtout la généralisation à d'autres types à des objets de taille différente. Donc, on est allé chercher en dehors de la base de données, donc juste en dehors pour des sphères, par exemple, de 19 cm, mais beaucoup plus en dehors, on allait jusqu'à des sphères de 30 cm. Et là, comme on disait, comme je vous disais tout à l'heure, l'idée d'utiliser le facteur de qualité qui est indépendant de la taille de l'objet permet donc les données issues de traitement SEM, c'est-à-dire avec un pré-traitement d'extraction de pôles, sont quasiment insensibles à la variation de la taille de l'objet, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, des données brutes. On se rend compte que dès qu'on s'éloigne des données issues qui sont de la base d'apprentissage, les résultats s'effondrent à 20, 30, 40% de précision, alors qu'on reste toujours à 99, voire 100% pour les données qui utilisent les pré-traitements. Et quand on regarde les résultats en utilisant, donc en appliquant à la fois des données bruitées et des données des nouvelles dimensions, donc c'était l'objectif, c'est-à-dire on apprend à partir de données non bruitées et pour certaines dimensions, et on est capable après de classifier les objets dans un environnement bruité et des dimensions que l'algorithme, qui n'étaient pas présentes dans la bande d'apprentissage. Voilà, donc on se rend compte, pareil, qu'on obtient des très bons résultats, que ce soit pour des sphères plus grandes ou des sphères plus petites. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire comme pour les sphères plus petites, il faut comprendre qu'on a moins de fréquences de résonance dans la bande. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de critères de classification donc, pour l'algorithme. Et on obtient quand même, même avec des faibles niveaux de SNR, des précisions de classification supérieures à 60-70%, qui sont bien meilleures que ceux lorsqu'on l'applique à des données brutes. Donc voilà, donc ensuite, bon, je vais passer rapidement dessus, mais on a décidé de vérifier donc, avec d'autres objets que la sphère, parce que on obtient donc des anneaux, des cylindres fins, épais, des ovoïdes, des cubes, des pyramides, enfin, voilà, des objets qui ont des caractéristiques, mais qui peuvent quand même se ressembler, l'ovoïde avec la sphère, le parallépipède avec le cube. Enfin bon, donc il y a beaucoup d'objets qui pourraient se ressembler, donc on a décidé de faire la classification sur ces objets-là, et bon, voilà, les résultats qu'on montre que c'est confirmé que même avec 12 ou 13 classes d'objets, on obtient des classifications de 90%, presque même à 10 dB de SNR, et surtout des généralisations à des différentes tailles d'objets qui sont pareil, très, très élevées, de l'ordre entre 80 et 99% en utilisant le pré-traitement SEM. Donc, et ça, bien entendu, en plus, en utilisant, donc là, en utilisant à la rigueur presque une seule taille d'objet.
Donc voilà, donc ça c'était la première partie de la présentation, donc sur la classification. Et une fois que la classification est faite, donc on a trouvé intéressant de se dire, bon, maintenant, est-ce qu'on est capable, à partir des résidus que pour l'instant on n'a pas exploités, bien qu'ils servent, hein, on s'en est rendu compte, j'en ai pas parlé, mais on s'en est rendu compte, ils servent beaucoup quand même dans la classification des objets. Et là, on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut exploiter ces résidus pour obtenir des informations sur l'orientation de l'objet? Donc, une fois qu'on a déterminé la classe de l'objet, donc on a déterminé, je ne sais pas, que c'était un cube, est-ce que ce cube-là, on est capable de connaître son orientation? Donc là, on a regardé deux aspects. Donc, la première, on a découpé l'objet en secteurs, hein, et on a essayé de déterminer quel secteur de l'objet est éclairé. Donc, bon, pour une sphère, ça n'a pas énormément d'intérêt, donc on a été obligé de faire des mesures en bistatique, mais par contre, pour tous les autres objets, ça permet de déterminer quelle est la partie de l'objet qui est éclairée. Et dans un deuxième temps, on s'est intéressé à connaître la polarisation, hein, quelle est la rotation de l'antenne autour de l'onde autour de K, hein, pour déterminer la polarisation de l'objet, donc la position de l'antenne par rapport à l'objet et la rotation surtout de cet objet. Donc pareil, on a comparé les résultats de 3 bases de données. La première, la réponse en fréquence, toujours sur 500 points. Les données en temps, toujours sur 100 points, dont environ 10 nanosecondes. Et là, par contre, pour la SEM, uniquement les résidus, puisque les fréquences de résonance, elles, n'ont plus d'intérêt, puisque ce sont les mêmes tout le temps pour les objets. Donc, il n'y a plus besoin de les utiliser. Donc là, on présente, donc c'est des premiers résultats, hein, de classification, donc, dans le cas d'un cylindre et dans le cas d'un parallélépipède. Donc, le cylindre, on se rend compte qu'on arrive très bien à classifier donc, quel que soit le niveau de SNR, enfin, quel que soit, supérieur à 10 dB quand même. Les résidus permettent de beaucoup mieux classifier qu'à partir de données brutes. Et alors, pour l'objet avec des arêtes, on s'est rendu compte quand même qu'au niveau des arêtes, bien entendu, on avait des problèmes, donc on a été obligé de faire une sectorisation sur l'objet qui inclut les arêtes. Mais hormis ces problèmes sur les arêtes, on arrive quand même à avoir une classification qui est assez bonne, hein, sur tous les types d'objets sur lesquels on a essayé ce type de classification. Donc ensuite, sur la classification donc de l'orientation donc de l'antenne par rapport à l'objet, donc là, on s'est servi juste du rapport entre la composante θ et la composante φ des résidus, en faisant le rapport des deux pour déterminer l'angle d'orientation de l'objet. Et donc, dans l'exemple, on a pris un objet qui ressemble, on va dire, je ne sais pas moi, peut-être à là, on pourrait dire une poubelle, là, mais en réalité, ça pourrait être une balle ou en tout cas quelque chose comme ça. Et on trouve que quand on le met à 45 degrés, on arrive à partir de l'exploitation des résidus. Donc, dans un scénario avec un SNR de 30 dB, on arrive assez facilement, quel que soit l'angle d'observation, à déterminer à peu près de quelle façon l'objet est orienté. Et même avec un SNR de 10, donc on a une erreur, on va dire 5 degrés, mais qui reste relativement acceptable, étant donné le rapport signal-abri auquel les mesures, enfin pas les mesures plutôt, mais les simulations ont été faites. Donc voilà, ce qui nous intéressait dans le travail, c'était de présenter en fait un algorithme d'intelligence artificielle des données compactées, pré-traitées, pour pouvoir faciliter et améliorer les résultats, afin d'obtenir donc des gains en temps et en précision. Donc les gains en précision, donc j'ai montré, sont conséquents. Et les gains en termes de temps, là je vous les présente ici. Donc il y a un facteur environ 10 à 20 en termes de temps, si on compare les données, le temps d'apprentissage pour les données SEM par rapport aux données fréquentielles ou temporelles non pré-traitées. Non, pardon, ça c'est les temps de traitement, et pour les données d'apprentissage, c'est 8 à 12 fois plus rapide. Donc on voit donc ça nous a permis de dire que cette approche pouvait être intéressante de pré-traitement en fait, tant en termes de compacité des résultats
en termes de capacité des bases de données, qu'en termes de rapidité de traitement et de qualité de classification. Voilà, donc je vous remercie.